Peut-être un premier mot technique avant de commencer dans le vif de la réunion, c'est que cette réunion qui se tient dans un format un peu innovant, puisqu'on est à la fois pour partie en petit comité en présence pour ceux qui n'avaient pas d'accès informatique, pour partie en visioconférence pour ceux qui ont bien voulu faire l'effort de participer en visioconférence de manière à ce qu'on soit tous réunis. Donc cette visioconférence partagée avec un petit comité en présentiel, on a prévu du côté de la DDTM de l'enregistrer pour pouvoir la diffuser également sur YouTube, de manière à ce que les explications qu'on partage aujourd'hui en primeur avec les CIQ, avec un certain nombre d'acteurs du territoire, puissent commencer aussi également à participer à l'appropriation de l'ensemble de la population de ces thèmes et de démarrer à partir d'aujourd'hui cette phase de concertation publique. Donc, ce que je vous demande, c'est si éventuellement il y a un désaccord de l'un d'entre vous à l'enregistrement de cette vidéo. Éventuellement, si vous ne souhaitez pas être vu, vous pouvez toujours également désactiver depuis votre poste votre caméra. C'est également une possibilité. À ce moment-là, on n'aura que votre voix. Voilà. Donc c'est un format de réunion publique qui va être qui est un peu innovant. Également, ce que je vous indique, c'est que c'est une première pour nous côté des DTL. Je pense que c'est sans doute également quelque chose d'un peu nouveau pour la mairie. Et je remercie Monsieur le maire d'avoir accepté l'organisation de cette réunion sous ce format un peu innovant. Donc évidemment, on va vous demander un peu d'indulgence par rapport au fonctionnement technique et pratique de cette réunion, notamment durant les phases de questions-réponses. Vous savez, enfin, on a tous un peu maintenant la pratique de ces visioconférences. C'est pas toujours simple de pouvoir prendre la parole et de pouvoir y répondre de manière très fluide. Donc soyez patients et soyez indulgents. Donc voilà pour ce que je pouvais dire en termes d'introduction au plan technique. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je remercie vraiment la mairie et Monsieur le maire pour l'ensemble du travail réalisé dans le cadre de cette procédure de révision du plan de prévention des risques d'inondation de septembre. Je remercie de leur accueil. Et éventuellement, si Monsieur le maire veut dire également un mot en introduction, je vais déjà lui passer la parole. Bien sûr. Alors d'abord, je souhaite vous remercier avec l'équipe municipale pour le travail qui a été fait, que vous faites. Je dirais dans des conditions qui sont assez difficiles actuellement, puisque vous voyez les difficultés qu'on rencontre avec les visions. Je remercie aussi les participants, parce que les participants ne sont pas, certains oui, d'autres non, habitués à travailler comme ça. Ce que je me félicite, c'est le travail qui a été fait en commun avec donc mes services et notamment avec Céline Lucret, puisque c'est elle qui suit ce dossier avec les collaborateurs qu'elle a avec elle. Je ne peux pas dire qu'elle en a beaucoup, mais il y en a quand même qui travaillent avec elle. Alors, quand on regarde un peu, je tiens quand même à souligner que on a pris en compte les remarques qu'on vous faisait et que nous faisaient les administrés. Nous en parlerons, puisqu'il y a quelques petites remarques qu'on fait. Et si on regarde, il n'y a pas de changement majeur qui a été fait à celui donc, de 2000 et au PAC. Il y a quelques petits allègements et quelques contraintes. Et là, eh bien, nous allons travailler, bien entendu, avec les habitants, les septémoises et les septémoises, que je remercie pour ceux qui sont en visio, en regrettant qu'on n'ait pas pu le faire plus largement, mais vous savez qu'on a des contraintes et on tient, nous, à respecter ces contraintes, surtout quand on voit ce qui se passe avec malheureusement une augmentation quand même du virus dans notre département.
même si on peut entendre certaines choses, moi je peux vous dire que sur notre commune, on a quelques difficultés là-dessus. Encore une fois, merci pour le travail que vous avez effectué. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, je vais, pour introduire la présentation, je vais vous proposer un format en 2 temps. Un premier moment où je vais vous présenter les principes, la méthodologie qu'on a suivie pour vous proposer un projet de révision du PPRI de Septem-les-Vallons. Donc, c'est une présentation qui est, on va dire, un gros quart d'heure, une vingtaine de minutes, selon également éventuellement les précisions que vous aurez à demander par rapport à ce que je vais vous présenter. Et ensuite, on pourra avoir un temps de questions-réponses par rapport à ce projet. Donc, l'objectif de cette réunion de concertation, c'est de lancer la présentation auprès de tous de ce projet, qui est bien un projet avec pour but, à travers cette phase de concertation, de recueillir les observations, les questions, les remarques, les précisions qui sont utiles pour faire progresser ce plan et le finaliser pour passer ensuite aux étapes suivantes de la procédure administrative en vue de son approbation. Donc, je vous présenterai également ce calendrier. Donc, ce que je peux également préciser, c'est que cette réunion, c'est le début d'une phase active de concertation. Il y aura bien évidemment le partage de l'ensemble du document sur le site internet des services de l'État dans le département. Donc, vous pourrez consulter l'ensemble des pièces de ce document dès les jours prochains sur le site internet des services de l'État. On verra également à pouvoir assez rapidement partager le dossier auprès des services municipaux. On verra en fonction également des contraintes sanitaires s'il est possible de faire, parce que, comme l'a rappelé monsieur le maire, il n'est pas possible de procéder comme on le fait de manière habituelle selon les contraintes actuelles. On verra comment elles évoluent dans les semaines à venir. Cette concertation, elle va se dérouler jusqu'à ce mois de septembre, et au tout début du mois de septembre, si les conditions le permettent, on tiendra bien évidemment en commune une réunion publique en présentiel dans un format classique qui permette l'échange avec tout le monde en face à face et de vive voix. Donc c'est ce qui est prévu, et ensuite il y aura quelques semaines pour achever cette phase de concertation publique. Donc vous voyez, on est au début d'un processus actif d'échange, et donc n'hésitez pas à y participer. Donc, qu'est-ce que c'est que le PPRI déjà, pour le rappeler, même si la commune de Septem-les-Vallons dispose déjà depuis les années 2000 d'un tel document. Un PPRI, c'est un document de prévention par rapport au risque d'inondation qui vient éditer un certain nombre de prescriptions, d'interdictions par rapport aux projets de construction et également par rapport aux bâtiments existants. Donc, ce document, il va être constitué de 3 grands éléments. Une carte d'aléa. Une carte d'aléa, c'est ce qui représente la zone inondable, c'est la physique de l'inondation, le périmètre qui est inondé, la hauteur atteinte par l'eau, la vitesse des écoulements. C'est également une carte de zonage qui est un peu différente de la carte d'aléa, puisque cette carte de zonage, c'est celle qui va porter les délimitations d'un certain nombre de zones sur lesquelles le règlement va fixer des interdictions ou des prescriptions. Donc les objectifs de cette concertation, je l'ai dit, c'est de recueillir les points de vue qui seront exprimés par tout un chacun, et c'est de permettre ainsi de finaliser ce PPRI en vue de la consultation formalisée des acteurs institutionnels, et notamment de la municipalité qui aura à se réexprimer sur ce projet, et de pouvoir le déposer auprès d'un commissaire enquêteur qui viendra mener une phase d'enquête publique. Donc, qui permettra à nouveau, cette fois-ci, dans un cadre institutionnel totalement indépendant des services de l'État, sous l'égide du commissaire enquêteur, de mener une enquête publique, et donc à chacun de pouvoir réexprimer
ou exprimer de nouvelles observations dans ce cadre-là, avant que Monsieur le Préfet décide ou non d'approuver cette révision du PPRI. Alors, en préalable, avant de rentrer dans le vif concret de cette révision du PPRI, je souhaite juste rappeler quelques éléments du cadre réglementaire de la prévention des risques en France, et notamment le cadre législatif, puisque le PPRI est un outil qui s'inscrit dans le cadre des lois de 1982 qui ont défini les modalités d'indemnisation assurantielle en cas de catastrophe naturelle, dispositif qui a été complété en 1995 avec la loi Barnier qui a créé les plans de prévention des risques naturels et qui a été complété avec la loi de 2003, dite loi RISC, qui elle vient définir les modalités d'information de la population sur les risques. Ce cadre législatif et réglementaire, c'est un cadre essentiellement assurantiel, et le plan de prévention des risques d'inondation dans ce dispositif, c'est le pendant du dispositif solidaire d'indemnisation des catastrophes naturelles, puisque ce cadre législatif, il prévoit que, quel que soit le niveau de catastrophe d'aléas naturels auquel vous êtes exposé, le fonds de catastrophe naturelle va pouvoir venir vous indemniser de manière garantie et sans discrimination tarifaire vis-à-vis de l'exposition au risque. La contrepartie, c'est bien évidemment que pour garantir la pérennité financière de ce système d'indemnisation solidaire, c'est que on maîtrise le développement de l'urbanisation dans les zones de risque, puisque bien évidemment, s'il y a trop de construction, s'il y a trop de population, s'il y a trop d'enjeux exposés dans des zones de risque, les montants à indemniser vont devenir beaucoup trop importants et ce système ne pourra plus assurer son équilibre. Donc c'est ce cadre-là qui est celui du PPRI qui vient apporter effectivement un certain nombre de contraintes, mais qui apporte également des garanties pour les populations qui sont d'ores et déjà aujourd'hui exposées à ces risques naturels. Alors, le PPRI dans ce cadre, c'est un outil qui est élaboré par l'État, qui sera approuvé qui est prescrit par Monsieur le Préfet et qui sera approuvé également par Monsieur le Préfet, qui est élaboré en association étroite avec les collectivités territoriales et en premier lieu la municipalité de Septem-les-Vallons, que je tiens encore à remercier pour tout le travail qui a été effectué depuis le porté à connaissance et même en amont dans le cadre des études. On a vraiment eu un travail, je tiens à dire, de qualité au service de cette révision, et également une procédure qui est menée dans un cadre concerté, et c'est bien le cadre aujourd'hui de cette réunion publique de partage d'informations et de recueil de Vous avez sélectionné Microsoft Hortense de manière formelle, le PPRI, mais vous connaissez ça puisque vous connaissez déjà, j'espère, le PPRI existant de Septem, il est constitué d'un zonage réglementaire et des règlements, et également d'un rapport de présentation qui va venir vous présenter la manière dont est constitué ce plan, un historique sur les inondations, enfin, toutes les informations qui sont nécessaires pour comprendre le fonctionnement de ce plan. Alors, comment est-ce qu'on procède pour élaborer un PPRI et également pour le réviser? On va procéder en 4 grandes étapes. Une première étape qui est la définition de ce qu'on appelle l'aléa inondation. L'aléa inondation, je vous l'ai dit, c'est la caractéristique physique de la crue de référence. C'est cette étape-là qui va permettre de déterminer le périmètre de la zone inondable et ses caractéristiques. La deuxième étape qui est indépendante, c'est ce qu'on appelle la détermination des enjeux, c'est-à-dire en clair l'occupation du sol telle qu'elle est aujourd'hui. En croisant ces deux informations, les caractéristiques naturelles de l'inondation et la situation actuelle de l'occupation des sols, on va pouvoir déterminer un zonage réglementaire. Et sur la base de ce zonage réglementaire, on va venir prescrire par le règlement un certain nombre de dispositions. Alors, ce que j'ai rentré dans le
dur, le vif de la présentation des éléments qui aboutissent à la carte d'aléa, vous n'hésitez pas, par la fonction chat ou par en vous interpellant de vive voix, à poser des questions si ce que je raconte n'est pas clair. Le but, c'est que vous compreniez ce qu'on a fait. Donc, cette carte d'aléa inondation qui va être utilisée pour cette révision du PPRI, ce n'est pas la carte d'aléa inondation qu'il y a dans le PPRI actuel. C'est une carte d'aléa inondation qui a été actualisée puisque nous avons mené à la DDTM des Bouches-du-Rhône et avec le bureau d'études spécialisées CETEC Hydratec, une nouvelle étude hydraulique qui, cette fois-ci, concerne l'ensemble du bassin versant des Égalades et pour ce qui concerne donc Septèmes-les-Vallons, de la Caravelle, puisque c'est la Caravelle et ses affluents qui nous concernent sur Septèmes-les-Vallons. Donc, cette étude hydraulique, elle a été réalisée en actualisant les connaissances dont on disposait sur le régime des pluies, ce qu'on appelle l'hydrométrie du cours d'eau, pour définir la crue de référence du PPRI. Alors, je répondrai à la question qu'il y a sur le papier, mais dans la fin de la présentation, si vous le voulez bien. Donc, cette étude hydraulique, elle a porté, conformément à ce que nous demande la réglementation, sur la crue de référence, qui est la plus forte crue connue, ou si cette crue est plus faible qu'une crue centenale, la crue centenale. Et donc, pour ce qui concerne Septèmes-les-Vallons et le bassin versant des Égalades, c'est bien cette crue centenale que l'on a retenue, parce que pour les crues connues, on n'a pas de connaissances suffisantes qui permettent de faire un PPRI. Là, on parle des crues les plus anciennes, hein, et notamment la crue de 1892, dont on sait qu'elle a été majeure et très importante, mais malheureusement, on n'a pas les détails suffisants sur cette crue pour pouvoir l'utiliser directement pour faire un PPRI. Et par contre, on sait que par rapport à toutes ces crues connues, la crue centenale est supérieure. Donc, cette crue a fait l'objet d'une modélisation hydraulique à travers les outils scientifiques et notamment informatiques les plus modernes et les plus récents, de manière à actualiser la carte des zones inondables que vous connaissez sur le territoire communal. Alors, là, je vais vous rassurer, hein, cette étude hydraulique, elle n'est pas venue bouleverser la connaissance des zones inondables sur Septèmes-les-Vallons. Elle est simplement venue la préciser. Alors, localement, il va y avoir des évolutions en termes de périmètre inondé, parce que la connaissance aujourd'hui est un petit peu meilleure du point de vue technique, en termes de méthodes scientifiques de modélisation des crues, et également, on a pu réévaluer aussi le phénomène de pluie qui génère ces crues. Donc, cette étude, elle a fait l'objet d'un porté à connaissance en janvier 2018, ce qui fait que certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà parce qu'ils ont pu la consulter sur le site internet des services de l'État dans le département, ou parce qu'ils en ont entendu parler auprès du service urbanisme de Septèmes-les-Vallons. Et ce porté à connaissance, il comprenait donc une cartographie d'aléas ainsi qu'un exposé des grands principes de prévention du risque d'inondation. Cet exposé n'étant cependant pas du niveau d'un zonage réglementaire ou d'un règlement directement opposable. Alors, en attendant, je vais déjà répondre à la question qui se posait là sur le tapis, hein, puisque on avait cette première question. Alors, il n'y a pas de lien direct entre le PPRI et le PAPI. Le PAPI, c'est un programme qui vise à l'amélioration de la connaissance également et à la réduction de la vulnérabilité par rapport aux inondations. Le PPRI, c'est une réponse réglementaire qui va venir encadrer le droit de la construction. Et le PAPI, c'est un dispositif qui permet pour certains aspects de mener des études complémentaires et pour d'autres de mener des actions de prévention, d'intervention sur le territoire ou de partage des connaissances en termes d'information ou également de réduction de la vulnérabilité. Donc ces deux éléments différents.
Voilà. Donc vous voyez ici la carte d'aléa inondation. Donc cette carte d'aléa inondation, elle a un petit peu évolué dans ses couleurs par rapport à la carte que vous connaissez du PPRI existant et a fortiori du porté à connaissance de 2018, puisqu'on a eu une évolution de la réglementation avec le décret du 5 juillet 2019 qui est venu préciser la manière dont on devait caractériser l'aléa inondation des PPR. Donc ce décret, il nous demande de croiser deux paramètres des caractéristiques physiques de la crue centenale, qui sont classiquement la hauteur, que vous connaissez, la hauteur d'eau, et également un paramètre qui est la dynamique de la crue. Ce paramètre, c'est lui-même le croisement entre la vitesse de montée de l'eau et la vitesse d'écoulement de l'eau. Alors sur le territoire de Septem, on se situe sur la partie la plus amont du bassin versant des Égalades, qui a un cours d'eau qui est extrêmement réactif, hein, comme tous les petits cours d'eau méditerranéens. C'est-à-dire que le phénomène de crue, il va se former dans l'ordre de l'heure, voire moins quand on est sur les parties les plus à l'amont du territoire. Et donc, on va être systématiquement dans une dynamique qui va être rapide. Et donc, on va pouvoir avoir cette table de croisement. Vous voyez sur la gauche du tableau une échelle de hauteur. Hein. Plus c'est bleu, plus il y a d'eau. On va avoir deux seuils pour la caractérisation de l'aléa. Un premier seuil qui est à 20 cm d'eau. Quand on sera en dessous de 20 cm d'eau, on sera dans ce qu'on appelle de l'aléa modéré avec des hauteurs extrêmement faibles, donc quelle que soit la vitesse d'écoulement de l'eau. Quand on aura moins de 50 cm de hauteur et une vitesse d'écoulement qui restera modérée, on sera dans une dynamique moyenne avec un aléa modéré, qui correspond ici au orange et que vous retrouvez ici sur la carte. Quand on a ces hauteurs qui sont inférieures à 50 cm, mais qu'on a des vitesses d'écoulement qui sont significatives, supérieures à 50 cm par seconde, on aura un aléa fort. De la même manière, quand les vitesses sont faibles, mais qu'on a des hauteurs d'eau qui sont conséquentes, entre 1 mètre et 2 mètres, on aura un aléa fort, donc ici en rouge. Et au-delà, c'est-à-dire quand on a des hauteurs qui sont vraiment très fortes, supérieures à 2 mètres, ou des hauteurs qui sont fortes avec des vitesses d'écoulement qui sont vraiment importantes, on sera dans un aléa très fort. La distinction de cet aléa très fort en rouge foncé, c'est une des nouveautés du décret du 5 juillet 2019. Ça permet de distinguer cette connaissance de l'aléa. Ça n'a pas d'implication extrêmement forte sur les règles de prévention par la suite. Alors, j'avais prévu de vous présenter cette zone inondable à travers une infographie 3D qui aurait survolé la commune, mais on a pris un peu de retard dans la présentation et je suis pas sûr que ce soit le moment de tenter les difficultés techniques. Dans tous les cas, on diffusera cette vidéo sur la chaîne YouTube de la DDTM, donc vous pourrez la regarder par la suite. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous la montrer maintenant, mais je pense qu'il faut qu'on avance dans cette présentation. Donc, à partir de cette carte d'aléa, on va construire le zonage réglementaire en la croisant avec la deuxième information qui est l'occupation du sol actuel. Cette occupation du sol, on va la définir de manière assez simple en trois grandes catégories. La première catégorie, c'est les zones qui sont aujourd'hui peu ou pas construites. Il peut y avoir quelques constructions diffuses ou alors on est dans les zones agricoles ou naturelles de la commune. Et ça, on va appeler cette première catégorie les zones peu ou pas urbanisées. Donc, c'est ce qu'on a ici sur cette colonne de gauche du tableau. A contrario, on va pouvoir retrouver dans les secteurs où on va avoir simultanément des caractéristiques de forte densité des constructions, d'une continuité du tissu bâti et également une historicité d'occupation du territoire. Oui, allez-y. Ce document, il va être diffusé avec des administrés. Comment ça va se passer? Alors, ce document, effectivement, le support de présentation, on le remettra en ligne, également sur le site internet de la préfecture, que tout le monde puisse y accéder. Et ça, pourquoi?
Parce que, vous voyez, quand on met ZPPU, Bien sûr, voilà, c'est du chinois pour pas mal de personnes. tout à fait. Je pense qu'il faudrait aussi, c'est ce que je demande moi au niveau de la ville, c'est ça que je me permets de voir avec vous, eh bien on pourrait mettre zone peu ou pas urbanisée. Parce qu'au moins, dans la compréhension, si vous voulez, les gens comprendront. Parce que chaque fois, ce qu'on nous demande, dans les services, hein, mais même à certains, à nous, on nous dit, mais que veut dire ZPPU? Alors que là, c'est beaucoup plus clair dans la présentation du document. Bien sûr, vous avez raison. Donc on fera cette évolution. Le but, c'est effectivement d'être compris. C'est pour les services, mais je pense que pour les administrés, la compréhension est beaucoup mieux. Tout à fait. Mais je partage. C'est vrai que nous sommes plongés, inondés dans notre jargon toute l'année et on a tendance à plus le voir. Et c'est aussi le but de ces réunions de concertation, c'est de voir là où on n'est pas intelligible et donc du coup de corriger le tir pour se faire comprendre. Donc on corrigera ce support. Donc ZPPU, c'est les zones peu ou pas urbanisées. On va retrouver donc dans les secteurs où il y a une forte densité des constructions, une forte continuité et également une mixité des fonctions, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des hébergements, des logements, du commerce, des services publics. Là, on va pouvoir définir ce qu'on appelle une zone de centre urbain, donc c'est ce qu'il y a ici sous le sigle de ce barbare de CU. Et quand on est ni en centre urbain, ni en zone peu ou pas urbanisée, on sera dans ce qu'on appelle des autres zones urbanisées, c'est-à-dire une zone urbaine, mais qui n'a pas les caractéristiques d'une zone peu ou pas urbanisée, parce qu'elle est suffisamment construite, et qui, à l'inverse, n'a pas les caractéristiques d'un centre urbain, parce qu'elle n'a pas, par exemple, la mixité des fonctions, ou alors il n'y a que du logement, ça peut être le cas, par exemple, d'un lotissement, ou il n'y a que de l'activité, ça peut être le cas d'une zone d'activité. Donc, on sera là, ici, dans les autres zones urbanisées. Donc, sur cette information de l'occupation du sol et cette information des caractéristiques de l'aléa inondation, on va pouvoir ainsi construire le zonage réglementaire avec ces zones rouges, ces zones bleu clair, ces zones bleu foncé et une nouveauté également par rapport au PPRI que vous connaissez, des zones oranges qui vont être distinguées entre les autres zones urbanisées et les zones de centre urbain. Également, c'est une nouveauté par rapport au PPRI actuel, c'est qu'on va distinguer ce qu'on appelle une zone d'aléa résiduelle, qui va être figurée en violet. Cette zone d'aléa résiduelle, il n'y a pas de croisement avec les caractéristiques d'occupation du sol, puisque cette zone d'aléa résiduelle, elle correspond aux secteurs du territoire qui sont inondés pour ce qu'on appelle la crue exceptionnelle. La crue exceptionnelle, c'est, pour le dire vite et de manière simplifiée, 2 fois la crue centenale. Donc cette zone violette, c'est un secteur qui n'est pas inondé pour la crue centenale, mais qui l'est pour une crue qui est plus importante et sur lequel on va porter également des principes assez simples de prévention. D'abord parce que on n'est jamais à l'abri que ça se produise déjà. Et deuxièmement, parce que notre modélisation de la crue centenale n'est qu'une modélisation. Elle ne tient pas compte du fonctionnement très particulier qu'il peut y avoir le jour où se produit la crue. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des embâcles qui vont se former, par exemple? Il y a un certain nombre de zones inondables sur le territoire communal qui sont des voiries. S'il y a un bus ou un camion de ramassage des ordures ménagères qui passe à ce moment-là et qui est emporté par la crue, qui vient barrer un peu les écoulements, le périmètre inondé peut être un petit peu différent. Donc, c'est prudent d'avoir quelques précautions, quelques préventions. Il va y avoir des parties sur voilà. Donc, c'est par ce croisement-là qu'on vient construire ce zonage réglementaire. Donc, je vais l'illustrer avec des cartographies, ce sera plus concret. Donc, on retrouve ici en bas à gauche la carte d'ALEA, où on va retrouver en jaune, orange et rouge le périmètre qui est inondé pour la crue centenale, et en violet, alors on ne le voit pas ici parce que c'est assez fin comme périmètre et que la carte est ici affichée en petit
le périmètre inondé pour la pluie exceptionnelle. On retrouve sur cette cartographie en vert les zones peu ou pas urbanisées, en orange les autres zones urbanisées et en rouge les territoires de centre urbain. Donc en superposant ces deux cartes avec le tableau de croisement que je vous ai présenté, on va obtenir le zonage réglementaire, où on va donc retrouver ces zones rouges, bleu clair, bleu foncé, orange avec des points bleus pour l'orange autre zone urbanisée et orange assuré en bleu pour l'orange centre urbain, ainsi que cette zone violette. Alors, qu'est-ce que traduit ce zonage réglementaire au-delà de ces couleurs? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la zone violette, elle est globalement constructible. C'est également le cas de la zone bleu clair et de la zone bleu foncé. Le bleu et le violet traduisent un principe de constructibilité. À l'inverse, le rouge et le orange viennent traduire un principe d'inconstructibilité. Et donc, ce zonage, il est là pour porter différents objectifs de prévention. Le premier objectif de prévention, c'est de dire que dans les secteurs qui sont aujourd'hui peu ou pas urbanisés, on ne va pas venir implanter de nouvelles constructions qui viendraient accroître les biens ou la population qui serait exposée au risque d'inondation. Le deuxième objectif qu'on vient servir en procédant à ce classement en zone rouge, c'est que l'on vient préserver les capacités d'expansion de la Creuse, c'est-à-dire laisser de la place au débordement du cours d'eau, de manière à ne pas aggraver les risques pour les constructions, les populations qui sont déjà aujourd'hui assez fortement exposées sur le territoire. Parce que, bien évidemment, si on vient construire dans la zone inondable, on vient prendre des volumes d'eau qui seraient pris par la crue. S'ils ne peuvent plus être pris par la crue, eh ben, ils vont se reporter à l'aval sur des secteurs qui sont déjà inondés et qui risquent d'être plus fortement touchés. Donc là, c'est ces deux objectifs qu'on vient servir avec cette zone rouge. A contrario, dans les secteurs qui sont déjà urbanisés, et là où l'aléa est modéré, on va venir porter un principe de constructibilité avec des prescriptions qui permettent l'évolution du tissu urbain, qui permet le renouvellement urbain, qui permet la densification des constructions, parce que l'aléa le permet. Par contre, quand on aura un aléa fort ou très fort, comme les caractéristiques de l'inondation sont trop violentes, on aura un principe d'inconstructibilité lorsqu'on est né dans les autres zones urbanisées et également dans les zones de centre urbain. Donc ça, c'est pas une nouveauté, hein. Vous aviez déjà ce même principe dans le PPRI qui est actuellement appliqué sur la commune. La petite nouveauté, c'est la distinction entre les autres zones urbanisées et les zones de centre urbain, puisqu'actuellement, dans le PPRI existant, vous n'avez qu'une zone bleue unique, il n'y a pas de distinction entre l'autre zone urbanisée et la zone de centre urbain. Donc voilà pour la constitution de ce zonage réglementaire. Sur ce zonage réglementaire, on va venir préciser par un règlement ce qui est permis et ce qui est interdit, et lorsqu'il est permis, les prescriptions qu'il faut mettre en œuvre. Alors, ce règlement, il a deux grandes sections. Il y a une première section qui va concerner les projets nouveaux, c'est-à-dire soit les évolutions du bâti existant, soit les constructions nouvelles. Et il va avoir une deuxième section qui est le propre des plans de prévention des risques d'inondation, qui s'agit d'une disposition qui peut être pas, par exemple, être traduite par le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est les prescriptions qui vont s'appliquer en dehors de tout projet d'évolution du bâti aux bâtiments existants pour en réduire la vulnérabilité. Et donc ces dispositions, elles devront être appliquées pour ce qui concerne les particuliers dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du PPRI. Ces dispositions, elles font pour leur partie obligatoire l'objet également de mesures d'accompagnement, de subventionnement au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, de manière à aider à la réduction de la vulnérabilité et l'exposition des populations. J'y reviendrai. Donc, pour faire la synthèse sous un tableau qui ici est un petit peu plus lisible
puisqu'on a mis en toutes lettres les sigles. On va retrouver donc ce principe de zone rouge inconstructible pour la zone peu ou peu urbanisée, de zone bleu clair constructible sous prescription lorsqu'on se situe en notre zone urbanisée, de zone bleu foncé constructible quand on est en centre urbain et en aléa modéré, et à contrario, un principe d'inconstructibilité dès lors qu'on est en aléa fort, y compris en zone urbaine. Alors, pour vous donner un peu les prescriptions phares qui sont données par ce règlement du PPRI, on va avoir un principe de demander, quelle que soit d'ailleurs la zone, pour les constructions nouvelles ou les évolutions de construction, de caler les premiers niveaux de plancher au-dessus du niveau atteint par les plus hautes eaux de la crue. Le but, c'est de se mettre à pied sec pour être en sécurité. Donc ça, c'est un principe avec quelques dérogations possibles. Par exemple, pour les extensions d'activités existantes, à la condition d'avoir accès à une zone où on puisse se mettre en sécurité. Donc vous verrez, là, je ne vais pas détailler aujourd'hui le détail de toutes ces prescriptions parce que ce règlement, il fait quelques dizaines, voire une petite centaine de pages pour détailler tous les cas qui sont possibles. Bien évidemment, dans le cadre de cette concertation publique, si vous avez des interrogations, si vous avez des remarques par rapport à une disposition qui ne vous paraît pas sensée ou pas claire, il ne faut pas hésiter à nous les partager via la boîte courriel qui est mise en place par la DDTM ou en écrivant tout simplement par courrier à la DDTM de manière à ce qu'on puisse prendre en compte vos questions et vos observations. Une des spécificités des autres zones urbanisées et des zones de centre urbain, en aléa fort et très fort, c'est qu'on va pouvoir permettre, malgré l'inconstructibilité, des opérations d'ensemble de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité. Ça, c'est également un assouplissement qui a été introduit par le décret du 5 juillet 2019 et qui n'était pas pris en compte par la version actuelle du plan de prévention des risques d'inondation. Monsieur le maire a une question. Oui, non, vous préférez qu'on vous laisse finir ou par rapport à ça, on peut poser des questions là? Non, je pense que vous pouvez poser vos questions maintenant, ce sera plus là, interactif. vous parlez au niveau des constructions neuves. Bien sûr. On est bien d'accord. Tout à fait. Moi, je vais vous parler des constructions anciennes. On a, par exemple, pas mal de zones, nous, qui sont zones inondables. Si je prends la route, par exemple, du 8 mai, etc., etc. Il y a donc des logements qui sont en rez-de-chaussée. Bon, et là, ce qui est prévu normalement, c'est dans la réflexion, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait en place des zones refuges. Bon, vous savez comment ça se passe au niveau de l'habitat ancien. Il y a quand même certaines complications. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse voir un logement qui est en rez-de-chaussée, qu'il ait la possibilité de faire une zone refuge en hauteur. Sauf que si ça concerne un bâtiment, puisque nous, c'est bien des bâtiments qu'on a sur le long de cette route-là, quelle disposition on peut prendre? Alors, c'est moi, mon inquiétude, c'est ça. Quand c'est du neuf, c'est très bien qu'au niveau des services, quand c'est de l'ancien. Alors, là, il y a plusieurs questions. Déjà, je vais commencer par partager avec tout le monde les dispositions qui sont rendues obligatoires sous un délai de 5 ans dès l'approbation de cette révision du PPRI. Donc déjà, également pour rassurer sur le fait que ce qui est rendu obligatoire est plafonné à hauteur d'un coût de 10% de la valeur réelle du bien. C'est-à-dire que si vous avez un bien qui vaut 200 000 €, par exemple, le PPRI rend obligatoire à concurrence de 20 000 € de travaux. Si les travaux qui sont prescrits par le PPRI coûtent plus que ces 20 000 €, alors ces travaux-là ne sont pas rendus obligatoires, ils sont simplement recommandés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la partie qui est rendue obligatoire est finançable par une subvention par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs,
à hauteur de 80% pour les particuliers. Il y a également une subvention qui est ouverte pour les petites entreprises, donc les entreprises de moins de 20 salariés, alors là qui n'est pas à hauteur de 80%, hein, c'est moindre. Et malheureusement, je le dis aussi, pour les collectivités, bien évidemment pour l'État, mais également pour les grandes entreprises, là il n'y a pas de soutien financier par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais je préfère le dire aussi pour les acteurs économiques qui sont avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont concernés, mais voilà, il n'y a pas de subvention quand il y a plus de 20 salariés dans l'entreprise. Alors, en termes de mesures prescrites, effectivement, la mesure phare, c'est la construction d'une zone refuge. Alors, bien évidemment, sous condition que cette zone refuge, elle soit possible techniquement. Si sur une maison de plein pied, il n'est pas possible de construire un étage, eh ben, il n'est pas possible de construire un étage, donc elle ne sera pas obligatoire. Donc à ce moment-là, il n'y a pas cette prescription, elle trouve pas à s'appliquer, mais le règlement du PPRI, il prévoit une liste priorisée d'actions à mettre en œuvre. La première des priorités, effectivement, c'est cette zone refuge, mais après il y en a d'autres, comme par exemple mettre en œuvre des dispositifs qu'on appelle de bâtardeau, c'est-à-dire d'obturation temporaire des ouvertures, de manière à au moins pour les crues les plus courantes réduire les dégâts. Alors bien sûr, ça n'assurera pas la sécurité des personnes, mais ça peut limiter les dégâts à l'intérieur des habitations notamment, ou des locaux d'activité, et également des prescriptions de mesures par rapport à la sécurisation du réseau électrique, du réseau d'assainissement, c'est-à-dire placer les prises électriques au-dessus de les réseaux électriques au-dessus de la côte des plus hautes eaux, pour que, je pense notamment aux activités à la fin de la crue, on puisse redémarrer rapidement son activité, ou mettre des clapets anti-retour sur l'évacuation vers le réseau d'assainissement. Voilà, c'est un ensemble de prescriptions assez pratiques. Ce que le règlement ce projet de révision du PPRI propose, c'est également de mettre en œuvre ces dispositions, tout particulièrement pour les activités, dans le cadre d'un diagnostic de vulnérabilité, puisque pour les activités, c'est ce diagnostic de vulnérabilité qui va prioriser ce qui est le plus pertinent à mettre en œuvre en fonction de la nature même de l'activité. C'est-à-dire que selon la configuration des locaux, selon la nature de l'activité, un boulanger, c'est pas pareil qu'un mécanicien automobile. Il y a des choses qui peuvent être plus ou moins intelligentes à faire, et c'est ce diagnostic qui va le déterminer de manière à être le plus pertinent et le plus efficace possible, à la fois pour améliorer la sécurité des personnes et réduire les dommages aux biens, permettre la reprise d'activité le plus vite possible. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question, monsieur le maire. Vous n'hésitez pas à me le dire s'il faut que je précise les choses. Dans le cas où justement le coût est supérieur à 10% de la valeur du bien, est-ce qu'il y aura toujours une aide apportée de 80% pour Alors, c'est une excellente question. Les 80%, ils portent sur le montant qui est rendu obligatoire. Donc, dans cette limite des 10%. Donc, si je reprends mon exemple d'un bien qui vaut 200 000 euros, ce qui est rendu obligatoire, c'est au maximum 20 000 euros de travaux, et la subvention de 80%, elle portera sur ces 20 000 euros. Voilà. C'est ça le plafond, parce qu'après, je reviens à la philosophie du PPR, hein, le plan de prévention des risques, c'est pour réduire la vulnérabilité des biens exposés. Après, quand on est dans des montants qui sont trop importants, ça n'a plus de sens de venir faire des travaux qui sont trop coûteux. C'est ça le principe. Alors non, il n'y a pas de questions sur le chat. Vous n'hésitez pas à nous interpeller de vive voix, parce que actuellement nous, dans la salle de réunion, nous ne voyons que le support de présentation, nous ne voyons pas le partage de vos écrans. Donc il faut protester de vive voix si vous avez une question à poser. N'hésitez pas. Alors, moi, à ce stade-là, j'en ai terminé sur la présentation des principes de cette révision. Ce que je vous propose, c'est de faire un point sur les modalités de cette concertation publique, son déroulé et le calendrier de la procédure. Donc, sur les modalités,
de la concertation publique, elles ont été déterminées par l'arrêté préfectoral de Pardon. Oui. Les participants à la réunion n'ont pas de questions à poser. Vous nous entendez? Oui, mais non. Pas de questions. Vous n'avez pas de questions. Alors, vous n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, surtout, on est là pour ça. Évidemment, Vous devriez déjà vous présenter. Alors, moi, ce que vous l'avez fait avant que j'arrive, alors, vous devriez déjà vous présenter là, les participants à la réunion. on peut peut-être faire un petit tour de, table. Je vais peut-être faire l'appel pour que ce soit Moi, je peux commencer. Isabelle Dor. Voilà, Allez-y. Je fais partie d'une association Action Environnement. Et je fais partie aussi d'un appel Gamar. Excusez-moi, vous pouvez couper le mot dans la Dans la salle. En haut complètement. Merci. Voilà, et donc du collectif Gamar qui s'occupe du ruisseau en termes sensibilisation aux populations, nettoyage, information, on fait paraître des gazettes, etc. sur la rivière. Donc déjà, je vous remercie de nous avoir invités à cette réunion. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était par rapport aux études en cours, puisque la mairie de Septem a fait intervenir le cabinet Biotech pour regarder justement dans le cadre de la restauration écologique et hydromorphologique aussi. Donc voilà, c'était pour comprendre, est-ce que le PPRI prend en compte un peu la réflexion qui est faite autour d'un tracé peut-être plus naturel, et du coup, est-ce que ce qui va être décidé là, peut-être pourrait bouger en termes de zone inondable ou pas? Alors, j'entends pas vos réponses. Alors, on a coupé le micro, donc voilà. vous n'entendiez pas. Donc, avant de passer la parole pour poursuivre le tour de table, je vais déjà répondre à cette question. Donc, le point qui est important, c'est que le plan de prévention des risques d'inondation, c'est une réponse réglementaire aux risques d'inondation par rapport à la vulnérabilité des biens et les dangers pour les personnes. Donc, il n'apporte pas de réponse sur le plan environnemental, de la qualité de l'eau, la qualité du cours d'eau ou de la qualité environnementale de ses berges, de son environnement proche. C'est pas son objet. Il y a d'autres dispositions réglementaires, notamment au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui, par exemple, trouvent à prendre application, et également les démarches qui peuvent être portées par les collectivités locales par ailleurs, comme celle que vous avez citée. Là où je peux vous rassurer, c'est d'abord que le plan de prévention des risques d'inondation, il permet toutes les actions qui sont nécessaires à l'entretien, y compris la restauration écologique du cours d'eau. Donc il n'y aura pas de limitation de ce point de vue-là apportée ni par le PPR existant, ni par sa révision. Et le dernier point, c'est par rapport aux études qui ont été menées. Alors, ces études hydrauliques des zones inondables, elles ont été menées pour la crue centenale et pour la crue exceptionnelle. Et de ce point de vue-là, les actions d'entretien qui sont menées sur le cours d'eau, si elles peuvent avoir une influence sur l'écoulement habituel ou les petites crues, les crues les plus fréquentes du cours d'eau, elles ont très probablement très peu d'impact sur ce qui est modélisé ici. Bien évidemment, s'il y avait des aménagements d'ampleur, ça pourrait conduire à éventuellement modifier les caractéristiques de la zone inondable. Et dans ce cadre-là, on rentrerait éventuellement dans une démarche d'évolution du document. Vous le voyez, il y a un premier PPRI qui a été approuvé dans les années 2000. La situation d'occupation des sols du cours d'eau a évolué, les connaissances scientifiques ont évolué, et on vient aujourd'hui
20 ans plus tard, réviser ce document. Donc, dans ce cadre-là, c'est pas un document qui est figé dans le temps. S'il y a lieu, parce qu'il y a une évolution de l'aléa inondation qui intervient, de le faire évoluer, ben, il pourra y avoir une évolution. Donc, c'est cette dynamique-là qui peut trouver à s'appliquer. Ce qui nous permettra, avec la demande de l'étude que nous avons souhaité faire, de voir comment nous pouvons améliorer certaines choses. C'est-à-dire que cette étude pourra nous aider à revoir des dispositions qui pourraient être prises pour voir comment on pourra améliorer notamment même le PPRI. Alors, je ne dis pas que ça va se faire de suite, mais pour que, éventuellement, à partir de l'étude, certaines choses puissent être prises en compte. Très bien, merci. Très bien, merci. Alors, peut-être, monsieur, je commence dans la liste de participants qui s'affichent à mon écran. Hein. Ce n'est pas par ordre alphabétique, ni par ordre de préférence quelconque. De toute façon, nous ne sommes jamais rencontrés. Donc, c'est monsieur Reding en premier dans ma liste. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Je vais couper mon micro. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je représente l'Intermarché de Septem. Je suis son PDG depuis une dizaine d'années et je suis en plein dans la zone rouge. Et du coup, je vous remercie pour l'invitation à cette réunion qui me permet de voir un petit peu les évolutions, notamment autour de mon site, qui pourraient me concerner directement. Voilà. Très bien. Alors, vous trouverez, on partagera après la réunion et le projet de zonage réglementaire et le règlement. Donc, ça vous permettra d'avoir vraiment des idées plus concrètes sur les évolutions qui sont apportées par ce PPRI. Je profite des points d'intérêt que vous avez signalés pour également expliciter le fait que quand on dit que la zone rouge est inconstructible, ça ne veut pas dire que rien n'y est possible. Le règlement de la zone rouge, il prévoit des dispositions qui permettent l'évolution de l'existant. Alors avec des prescriptions, mais les évolutions sont toujours possibles, encadrées, mais possibles. D'accord. Alors, je vais donner la parole à Madame Bianco. Monsieur Bianco. Monsieur Bianco. Jean-Louis. Tu as la parole. Ah, mais le micro de Monsieur Bianco. Oui, pardon, je me présente, M. Bianco Jean-Louis, dont je suis membre délégué du CIQ Vallon-des-Pérards-Maillan à Septem-les-Vallons. Donc, moi, la réflexion que je me fais, c'est que, bon, nous, pratiquement toutes nos parcelles sont construites. Il en reste 4 ou 5 qui sont impactées par la zone. Je me pose la question de savoir comment il va falloir faire pour que les gens, étant donné que ce sont des maisons toutes en rez-de-chaussée, pour effectuer les travaux si on rentre dans ces zones dont le graphique nous donne. Voilà. Alors, c'est une excellente question. Effectivement, la carte d'aléa du PPRI va déjà permettre d'identifier les parcelles et au sein de ces parcelles, les constructions qui sont éventuellement concernées par de l'aléa fort. C'est pas le cas de la totalité des constructions du vallon des Pérards et des Maillans, puisque les écoulements ils se concentrent vraiment principalement au niveau de la voirie. Mais effectivement, il y a quelques constructions sur lesquelles il faudra regarder si, compte tenu de leur exposition à un aléa fort et compte tenu de leur valeur vénale, il y a une obligation de mettre en œuvre cette zone refuge. Et après, il faudra, dans ce cas-là, regarder si c'est techniquement possible, également si c'est autorisé par les prescriptions du document d'urbanisme. Et si c'est le cas, annexé au règlement du PPRI, vous avez une fiche de demande de subvention qui permettra de demander cette subvention pour accompagner ces travaux. J'en profite pour préciser le fait que la demande de subvention doit impérativement, c'est une règle générale du droit des subventions, être faite avant tout démarrage des travaux.
Donc ne commencez pas, ne vous précipitez pas à faire des travaux, demandez vos subventions d'abord. Sinon, après, on ne pourra pas vous accorder cette subvention. Donc l'instruction des subventions est faite à la DDTM des Bouches-du-Rhône. Alors, après, je vais donner la parole à Madame Lecoq. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis présidente du CIQ de Notre-Dame-Limite. Aujourd'hui, je viens avec cette casquette. Je suis également conseillère municipale. Mais aujourd'hui, voilà, présente par rapport au CIQ de Notre-Dame-Limite, donc qui est aussi sur, du coup, la zone dont vous avez parlé en début de réunion. Donc, je découvre puisque je suis nouvelle habitante depuis environ 3 ans sur Notre-Dame et sur Septem. Donc, je vais me faire le relais des habitants de mon quartier par rapport à cette réunion. Voilà. Très bien. Alors, n'hésitez pas pour les CIQ. Moi, je vous invite à resensibiliser la population sur cette procédure. Le temps de la concertation, il est là pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, souhaite-nous l'expression la plus large. Alors, après, nous avons également, je crois, Monsieur Magro, peut-être. Non, il n'est pas là. Il est excusé. Donc, je crois qu'on a fait. Je crois que j'ai oublié personne dans les participants en visioconférence. On a alors maintenant les personnes qui sont dans la salle. Voilà. Bonjour, Nathalie Lekeller, je suis un élève stagiaire dans l'urbanisme, donc tout ce qui est aménagement de l'espace. Et voilà, je suis ici pour comprendre un petit peu ce que les PRI est mis en place. Moi, c'est M. Cotte. M. Cotte, riverain de Vallon de la Rougière, aussi très proche de la Caravelle. Donc, intéressé de premier, on va dire, essayer de faire un relais aussi par rapport aux quelques riverains qui sont concernés par la zone, qui est quand même assez, comme j'ai vu sur les documents, assez impacté par le niveau. Quoique les maisons existantes sont relativement élevées. Donc, après, il faudra affiner ça et voir quelle maison peut être plus impactée que d'autres. Dans ce secteur, il y a 6 maisons. Mais bon, les maisons, c'est ce qui nous pose le problème. Enfin, je pense, c'est, comme disait M. le maire tout à l'heure, c'est un riverain qui habite sur le côté descendant, sur le côté droit de la Caravelle, la montée des eaux fréquentes, comme on a eu connu notamment en 2003, où là, ça a fouillé les berges. C'est quand même assez menaçant. Donc, là, il faudra vraiment peut-être se poser la question de comment on renforce ces berges-là, certainement des murs de soutènement, on peut voir des arrangements, je sais rien, de toute manière, ça c'est la technique. Mais je pense que c'est cette personne-là qui est réellement impactée directement, quoi. C'est important. À la sortie de la buse de parking, sur le parking, justement, et là, ça fait tourbillon, et donc ça fouille sans cesse. Son terrain qui démarre. Je dis son terrain qui au fur et à mesure. D'année en année, ça rétrécit. Donc c'est vrai que il y a raison. Il y a un travail qui est fait avec la GEMAPI et la métropole, où il y a eu des visites qui ont été faites sur place. Alors, je rebondis également sur ce qui est dit pour apporter aussi une précision à tous. Enfin, c'est plus une observation. Vous connaissez sans doute le territoire mieux que moi-même. Mais c'est vrai qu'au-delà des caractéristiques de la zone inondable qui vont concerner les constructions, ce qui est important aussi pour la sécurité de tous, c'est de profiter de ce moment de la révision du PPRI pour bien regarder ces cartes d'aléas et notamment prendre conscience des zones inondables, tout particulièrement sur les voies de circulation, sur en fait les parties certainement les plus exposées du territoire, pour que lorsque ces crues qui sont très soudaines, pas très faciles à prévoir,
très rapides et violentes se produisent, chacun puisse avoir le réflexe de se dire, voilà, les endroits où va y avoir beaucoup d'eau et ça va découler rapidement, c'est à proximité de chez moi ou de mon lieu de travail, quand je suis dans un commerce, c'est à tel endroit, et pour pouvoir aussi se mettre en sécurité par rapport à ça. C'est vrai que le PPRI, comme le PLU d'ailleurs, c'est des documents qui apportent des réponses de prévention. Ils n'enlèvent pas que la première des réponses face au risque pour se mettre en sécurité, c'est la réponse que chacun peut avoir en étant acteur de la connaissance du territoire et en ayant réfléchi à la manière dont il peut réagir pour se mettre en sécurité. Donc, moi, je pense que c'est une des composantes qui est intéressante de cette révision du PPRI. Il n'y a pas forcément de nouveautés, importantes, absolues par rapport aux documents de prévention qui existent. Il y a une actualisation des principes de prévention, actualisation de certaines dispositions réglementaires, actualisation de la connaissance, mais c'est l'occasion aussi sur le territoire de reprendre conscience de ce risque, alors qu'on a eu la chance de ne pas avoir de phénomène majeur, même s'il y en a eu il n'y a pas si longtemps que ça, en 2003, pour le dernier, de cette connaissance, et notamment pour les habitants qui seraient nouvellement arrivés sur le territoire. Mais si vous voulez, nous, on est bien conscients de ça. C'est pour ça que on a les services qui travaillent dans ce sens, notamment la première adjointe et M. Magro, concernant, parce qu'il y a ce qu'on appelle les zones inondables. Mais nous, on a aussi des zones à risque feu. Et je crois que la réflexion qu'on doit avoir, c'est bien dans les deux secteurs, sur l'inondabilité, mais sur les zones à risque par rapport à ce feu-là. Et donc, on va voir, d'ailleurs, c'est par rapport au travail qui a été fait avec M. Magro et la première adjointe, c'est de voir comment on va faire donc une liste. On vous enverra une petite note où on reprendra point par point. Enfin, ils le feront, c'est eux qui le feront avec le service de Mme Dupré. Il va bien falloir qu'on regarde et qu'on fasse un recensement. Et ce recensement, eh bien, ça comprendra, enfin, je pense qu'il serait souhaitable, mais après, ce sera donc les deux personnes que je vais citer, les élus qui le verront, en reprenant les risques qu'on a au niveau donc de ces zones d'inondabilité et au niveau aussi des risques de feu qu'il y a. Parce que le PPRI, c'est une chose, mais il faut regarder. Surtout que nous, quand on regarde notre commune, on a d'un côté l'inondabilité, on a d'un côté les zones de feu. C'est pas compliqué, on est traversé par donc, les autoroutes, et on est traversé par les voies ferrées. Voilà. Et donc tout ça, il faut qu'à partir de là, on arrive à trouver des solutions. Et c'est vrai que nous apportons une attention, je dirais, très particulière à ce genre de choses. C'est pour ça que nous avions déjà pris certaines dispositions et qui ont bien fonctionné, notamment avec des bassins de rétention qu'on a mis sur le ballon de la Bouchère. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années en arrière, sur le terrain où se trouve Intermarché, on rencontrait de grosses difficultés. Donc, grâce aux dispositions qu'on a prises, ça a permis à ce que cette zone, maintenant, c'est jamais définitif, hein, parce que si on parle de la vague centennale, vous voyez, on a quand même quelques inquiétudes à avoir, mais on a pris des dispositions, notamment pour limiter ces situations. Et là, bien entendu, il va falloir qu'on continue et on vous fera parvenir une petite note pour pas tout développer, surtout comme tout ce que je disais tout à l'heure, par rapport à 2000, bon, il n'y a pas un changement énorme, mais on a quand même quelques petits points à revoir, notamment des points que je suis en train de vous souligner. Oui, il y a cette... Pour aller dans le sens de M. le maire, il y a dans le cadre du recensement et de l'inventaire, du travail à quantifier, à qualifier sur les endroits menacés d'une manière ou d'une autre,
on aura aussi besoin de voir, il y a l'information dans le cadre de la concertation qui est un moment important, puis il y a d'autres choses peut-être qu'il faudra réfléchir pour que les populations, les personnes concernées puissent être informées de ces questions-là et des possibilités et des choses à mettre en œuvre ou pas en fonction des 10% de travaux, etc., etc. Donc, il y a des choses aussi peut-être qu'il sera nécessaire de voir, comme le disait Monsieur le maire il y a 2 secondes. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a achevé le tour de table. Je vais peut-être terminer sur le calendrier. Alors, il faut que je retrouve la présentation. Voilà. Alors, sur ce qui nous attend en termes de concertation publique, donc c'est ce que je vous disais en introduction de ma présentation, c'est que là on est au début du processus en termes de durée. Cette phase de concertation active du public, elle va s'étendre jusqu'à la fin du mois de septembre, avec une réunion publique qu'on espère organiser au début du mois de septembre. Également, ce qu'on proposera à la municipalité, et il faudra qu'on l'adapte en fonction également des contraintes sanitaires, c'est l'organisation d'une exposition publique avec une série de 3 ou 4 panneaux qui permettent de vous présenter en grand format et en physique le zonage réglementaire, la carte d'aléas, la carte des enjeux et une synthèse des grands principes du règlement, ainsi que quelques éléments d'historique sur les crues. Donc ça, on vous les proposera. Évidemment, on va mettre à disposition l'ensemble des documents du plan sur Internet. On proposera aussi le partage en mairie d'un registre pour que ceux qui le souhaitent, parce que tout le monde n'a pas envie ou ne souhaite pas ou ne sait pas utiliser les outils sur Internet, puissent venir inscrire sur un registre en mairie ces observations. Donc ça faudra qu'on le prévoie. Et sinon, à défaut, on vous invite à nous faire part de vos observations ou de vos questions sur une boîte courriel qui est celle qui est inscrite ici sur le support de présentation. Elle sera également rappelée sur le site internet de la préfecture. Également, on remettra en mairie un dossier du PPRI en papier avec ses cartes, son règlement, son rapport de présentation pour qu'il puisse y être consultable. Il faut qu'on partage avec les services de Madame Ducré sur la manière dont on va procéder en fonction aussi des règles sanitaires qui sont prescrites. Tout le monde comprend bien que dans la période actuelle, tout ça n'est pas d'une simplicité évidente, mais on essaye de s'adapter au mieux pour permettre l'avancement de la procédure et la participation de tout le monde. Donc, une fois ce processus de concertation active du public achevé, à côté de la DDTM, nous, on va reprendre le plan pour corriger les erreurs que vous aurez signalées, pour tenir compte des observations et des questions que vous nous aurez posées, pour finaliser un dossier de révision du PPRI qui sera soumis à l'avis formalisé des acteurs institutionnels et au premier chef de Monsieur le maire de Septem-les-Vallons qu'on va à nouveau solliciter ainsi que son conseil municipal. Sur la base de ce dossier et des avis de ce qu'on appelle les personnes et organismes associés, donc des acteurs institutionnels, on va former le dossier d'enquête publique. Et donc, cette révision du PPRI sera soumise à enquête publique, donc avec la tenue de permanence par un commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur, c'est quelqu'un qui sera là pour écouter les observations, les questions, les remarques et qui est totalement indépendant de la DDTM. Il fera un rapport à l'issue de cette enquête publique avec des préconisations, des observations, des questions auxquelles nous, DDTM, on aura à répondre. Et sur la base de nos réponses et de ce rapport du commissaire enquêteur, on pourra proposer à Monsieur le Préfet d'approuver cette révision du PPRI. Donc en termes de calendrier, ça veut dire que à compter de l'année 2022, donc courant de l'année 2022, il pourrait y avoir cette approbation qui intervienne. Là, je parle de manière très prudente parce qu'on était habitué à avoir nos calendriers
bouleversé ces derniers temps. Mais grosso modo, les échéances, c'est cet ordre de grandeur-là. Donc voilà, moi j'en ai terminé aujourd'hui sur ces quelques éléments de présentation de cette procédure de révision du PPRI. Encore une fois, je tiens à remercier là, Monsieur le maire et ses services pour l'accueil et ce format de réunion innovant qui nous permet de nous retrouver. Vous remercier tous pour cette participation à cette réunion sous ce format qui est effectivement un peu original. J'espère qu'on vous a apporté déjà des premières informations utiles. Et si vous en avez besoin de complémentaires, il y a les éléments sur le site internet de la préfecture. Il y aura le dossier en commune et vous pouvez faire part de vos questions et observations. Et Mme Ducré me disait qu'on va le mettre sur le site internet de la ville. Oui. Bien sûr. Et également, ce qu'on fera, alors on essaiera à partir de l'enregistrement qu'on a fait de cette réunion, également de remettre à disposition de tous les échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui, parce que je pense qu'ils peuvent être intéressants et éclairants pour tout le monde. Ça préparera la réunion publique qu'on aura au mois de septembre. Et comme je vous le disais, on ajoutera également sur cette même chaîne YouTube une infographie 3D. Si on a encore quelques minutes, je peux essayer de vous la partager, mais je suis pas certain que ça fonctionne. On peut essayer cette prise de risque, mais je vous garantis pas le résultat. La ville des Bouches du Rhône. Il fallait pas lancer la vidéo. Ça passe le cap. Juillet. Ensuite, la conférence est partie ensuite sur la vie. Un autre analytique, notre dans Marseille, formation rapidement, ensuite, le secteur des PIFA, la femme de vente. Par contre, tu ne vois pas la scène inondable sur Marseille. La saison également sur le poste de l'écran, le secteur du ballon de voyage qui il y a un peu de temps. Mais par contre, oui, c'est les plaques. C'est marrant, les Pirates. Ouais, mais c'est les collines. Hein. Ballon qui t'a. Voilà, alors j'espère que vous avez tous. Il y a une question de monsieur Bianco. Oui, on a mal écrit les Pérards.
Non, pas du tout. Non, non, ça c'est pas de sujet sur les cartes de c'est pas grave. Non, le problème, c'est que notre quartier est arrosé par grande pluie par le don de la femme morte qui se trouve sur la commune de Marseille. Et là, je ne vois pas de marquage d'inondable. Alors, pour être tout à fait transparent, en fait, sur la commune, l'étude, elle a été réalisée sur l'ensemble du bassin versant, donc Septème, les Pennes Mirabeau et Marseille. À Marseille, il y a effectivement les mêmes zones inondables, la même continuité, c'est juste que là, on a centré la présentation sur Marseille, donc c'est ce que faisait remarquer Monsieur le maire dans la salle à propos, c'est que du coup, on voit pas très bien les zones inondables qui viennent de Marseille, parce que l'angle de la vue le permet pas, mais je vous rassure, elles ont bien été modélisées et elles sont bien prises en compte. Le global est pris en compte. Et par ailleurs, sur Marseille, en fait, on a commencé par la réalisation du PPRI sur les égalades, puisqu'à Marseille, on parle là d'égalades, à partir du débouché du vallon des Tubes. Et donc, on a approuvé en 2019, début 2019, le PPRI des égalades à Marseille. Donc, il va y avoir une réponse en termes réglementaires et de caractérisation des zones inondables qui va être tout à fait homogène entre Septème et Marseille. Donc, la même réponse. En termes également réglementaires, je en profite aussi pour le signaler, le plan local d'urbanisme intercommunal, il a reporté un périmètre informatif de présence des PPRI ou du PAC, ce qui fait que dans le document d'urbanisme, on va bien avoir cette homogénéité aussi, de continuité dans des quartiers aussi qui sont assez limités. Je ne sais pas si du coup je réponds à votre question, Monsieur Bianco. Ben, pas trop, parce que moi je vous parle du vallon de la femme morte, qui est un vallon alimenté par tous les bassins, j'allais dire Marseille, c'est-à-dire la Mure, la chaîne de l'Étoile, la Batarelle, tout ça, et qui sont donc isolés lors de la grande inondation dans le quartier. Voilà, isolés pendant 3 jours, 8 ans, aux écoulements de ce vallon-là. On l'a demandé à ce que Marseille mette en place un bassin de rétention. A été fait. Le pluvial se met à 400 mètres de bifurcation des deux vallons. Voilà, je voudrais savoir si ça a été pris en compte. Alors, ce qu'on a pris en compte dans le modèle, c'est l'ensemble des bassins de rétention qui sont existants. Alors, ceux qui ne sont pas existants, par définition, on les a pas pris en compte. On a pris en compte également l'ensemble des apports hydrauliques qui viennent de la totalité du bassin versant. Vous remarquerez sur les cartes d'aléas inondation que les zones, elles ne sont figurées que dans les parties qui sont déjà suffisamment, urbanisées ou en lien avec l'urbanisation. On n'est pas remonté dans la totalité des axes, en termes de cartographie, je parle, dans la totalité des axes d'écoulement dans le massif, parce que ça n'aurait pas de sens d'aller porter des prescriptions dans des parties qui sont en zone naturelle, en fait. C'est pas pour ça que c'est pas pris en compte dans la modélisation. Le bureau d'études, il a calculé tous les apports en eau et il a pris en compte l'apport des réseaux pluviaux structurants. Vous verrez par exemple sur le secteur de Notre-Dame-Limite, la zone inondable pour la crue de référence, elle disparaît pendant un moment. Il n'y a plus qu'une inondation pour la crue exceptionnelle, parce que juste avant l'autoroute A7, là, il y a un réseau pluvial qui est très conséquent et qui arrive à reprendre la totalité des écoulements en crue centenale. Alors, c'est pas le cas partout, mais vous voyez, cette modélisation, elle prend en compte à la fois les bassins de rétention quand ils ont une taille suffisante, quand c'est des tout petits bassins de rétention qui sont liés à la compensation pluviale d'un lotissement ou d'une villa. Ça, c'est pas directement pris en compte, si ce n'est par la précision du modèle topographique. Mais sinon, pour les gros équipements, plus à l'aval, par exemple, ça, je pense que ça parlera à tout le monde, même si c'est pas sur Septème, mais que c'est à Marseille, on a pris en compte le fonctionnement des bassins de Chaillan, au débouché du vallon des Tubes. Donc, là-dessus, je peux vous rassurer,
l'étude hydraulique, elle est très solide là-dessus. Là où je ne peux pas vous répondre, c'est sur les aménagements qui seraient prévus par la ville de Marseille. Là, ça, c'est pas... Non, là, vous pouvez, ça, c'est sûr que vous ne pouvez pas, parce que ne vous avancez pas là-dessus. Mais est-ce que vous, dans le film là, que s'est mis en place, est-ce qu'on ne peut pas rajouter quelque chose qui peut rassurer les gens en disant que, en ce qui concerne la limite entre Septem et Marseille, des dispositions dans le cadre du PPRI qui a été approuvé en 2019, certaines précautions ont été mises en place. Oui, bien sûr, alors on va effectivement... Qu'on arrive, si vous voulez, que les gens des Pérards, ce que je comprends, parce qu'ils ont pas mal de difficultés quelquefois dans ce sens, qui sentent que quand même, ça a été pris en compte. Bien sûr. Parce qu'après, une fois qu'on le présente comme ça veut dire qu'on peut faire avancer les choses en disant, bon, il y a eu des recommandations, où on en est, etc., etc. Jean-Louis, tu es d'accord? Vous êtes d'accord, Monsieur le Président? Oui, oui, tout à fait, Monsieur le maire, tout à fait d'accord. Vous m'entendez, Monsieur le Président? Oui, oui, ça marche. Non, le micro est fermé, non? Pourtant, le micro de Monsieur Bianco est ouvert, mais on ne vous entend pas. Ah. Il doit être d'accord parce qu'il sourit. Donc, alors qu'il est de niveau comme ça. Bon, mais oui, on va travailler à cette précision, je pense que c'est effectivement utile. Bien, moi, je tiens quand même à vous remercier personnellement et avec l'équipe pour la présentation que vous avez faite, parce que je peux dire que votre présentation était très claire et c'est pas toujours facile, surtout dans les conditions que ça s'est préparé, d'avoir le résultat qu'on a eu. Donc, je tiens à vous remercier au nom d'abord de mon équipe municipale. Je suis persuadé aussi des gens qui ont participé à notre séance de travail. Voilà. Alors du coup, moi, j'en profite aussi pour remercier Marion Janssen, que vous avez entreaperçu et qu'on a faiblement entendu, qui est la chargée d'études qui fait nous à préparer cette étude, à préparer cette présentation. C'est la cheville ouvrière de ce PPRI. Donc, merci Marion. Et également mon collègue Cyril Veneziano, là qu'on n'aperçoit pas, mais qui travaille à l'enregistrement de cette vidéo et qui va préparer les mises en ligne des supports de communication sur YouTube. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, collégial à la DDTM, en association avec les services de la mairie et en concertation avec, j'espère, vous tous, dans cette phase de concertation publique pour faire le meilleur document possible. Il n'y a pas un document parfait, mais on va essayer de faire le meilleur possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. Merci, au revoir.